Je m'appelle Élie Patrijon, je suis le directeur Impact Héritage et Durabilité du comité d'organisation des Jeux des Alpes 2030. L'ambition, elle fait partie nécessairement de l'organisation des Jeux parce que l'organisation des Jeux, c'est tellement de ressources qui sont collectivement amenées pour organiser l'événement en tant que tel que quoi qu'il arrive, c'est ambitieux d'organiser des Jeux et surtout dans un univers topographique contraint comme la montagne. Et donc là, l'idée, c'est effectivement avec vous aujourd'hui de travailler à se fixer à l'occasion de la production de cet événement des objectifs annexes qui soient des objectifs qui soient au cœur de notre ADN, mais que l'on va chercher à l'occasion des Jeux. Et en l'occurrence, on se dit que participer à l'idée d'une montagne zéro déchet en 2030, c'est complètement en adéquation avec la vision des Jeux que l'on a, spectaculaire sur le plan sportif, évidemment, mais aussi sobre. Sobre, ça veut dire moins avoir de résidus à la fin, quoi qu'il arrive, et donc moins de déchets in fine sur les pentes des sites sur lesquels on va organiser les Jeux. Et donc, on avait le sentiment que c'était deux objectifs, montagne zéro déchet et d'organiser les Jeux, qui devaient à un moment donné se réunir autour de cet horizon commun qu'on a avec 2030. Ça se joue dès maintenant. Alors évidemment, pendant la phase des Jeux, on va être exemplaire, faire en sorte que sur les sites de compétition, il n'y ait plus de déchets lorsqu'on rendra ces sites, quand les épreuves se termineront le soir, que ces sites soient vierges de tout déchet. Et il faudra le travailler avec évidemment un système de collecte, un système de tri qui soit le plus efficient, le plus performant possible. On le fera avec des volontaires de zéro déchet justement dans la montagne, mobiliser des acteurs qui vont aider les spectateurs à faire en sorte qu'on arrive tous collectivement à se responsabiliser et puis à faire en sorte qu'on quitte les lieux sans aucun déchet. Mais le véritable zéro déchet, en fait, il se joue maintenant. C'est pour ça que la semaine dernière, on a présenté notamment notre stratégie d'achat à impact. L'idée, c'est de plutôt travailler sur du réemploi, de la location de matériel et de moins acheter. Quand on achète moins, évidemment, on est beaucoup plus attentif à la manière dont on va rendre ces matériels quand on les aura loués et on va travailler beaucoup sur la seconde vie de ce que l'on va acheter. Et donc ça, c'est des éléments qui se jouent dès maintenant parce que, en fait, c'est dès les phases de candidature, d'appel d'offres, qu'il faut tout de suite mettre des objectifs comme cela dans nos cahiers des charges, dans nos contrats, sinon on ne peut pas le faire en cours de jeu et donc on s'engage tout de suite là à essayer de réduire au maximum notre empreinte matière, produire moins pour faire les jeux avec moins, ça c'est quand même un enjeu de sobriété très très fort et on a décidé de s'engager tout de suite dans la démarche zéro déchet parce qu'on avait le sentiment qu'elle était très corrélée à notre propre vision de jeux qui utilisent moins de ressources possibles pour faire ces jeux. La clé, c'est la vulnérabilité du milieu dans lequel on organise les Jeux. Ça apparaît une évidence que de le dire et en même temps, c'est fondamental. On organise un très grand événement dans un milieu sensible, vulnérable, qui est la montagne, un milieu où on vit, mais un milieu qu'on doit protéger évidemment et que l'on doit préserver pour les générations qui viennent. Et ça, c'est le paradigme de base et c'est le paradigme qui nous a conduit à écrire cette stratégie d'achat à impact avec plusieurs engagements clés que l'on prend et qui vont se concrétiser justement dans chacun des contrats qu'on va passer avec nos fournisseurs. Et les fournisseurs, c'est considérable, c'est notre levier principal. On va acheter 1,4 milliard d'euros de prestations pour organiser les Jeux. Si on ne le fait pas de manière vertueuse, eh bien à la fin, on aura des déchets parce qu'on ne l'aura pas fait de manière vertueuse et on aura d'autres impacts environnementaux parce que ça n'aura pas été fait de manière vertueuse. Donc là, on se fixe plusieurs objectifs. Le premier, c'est que dans chacun des appels d'offres que l'on va passer, on ait un critère sur les enjeux sociaux et environnementaux qui soit de minimum 20%, c'est-à-dire qu'il va compter pour 1/5 de la note finale, pouvant aller jusqu'à 30% pour les marchés stratégiques ou les marchés qui présentent des risques forts. C'est quoi les risques forts? Vous regardez globalement ce que la prestation peut avoir comme impact justement social ou environnemental négatif et vous traitez justement la prévention des risques à travers cette matrice des risques. Et donc ça, 20% minimum, c'est le premier engagement qu'on prend. Il est plus fort que pareil 2024, qui était à 17% en moyenne, parce que justement, on prend en compte cette vulnérabilité. Le deuxième point, c'est que associé à ce critère de 20%, on a 3 grands leviers que l'on va actionner et sur lesquels on va demander des engagements de la part de nos fournisseurs. Le premier, c'est comment est-ce que les achats réduisent l'empreinte environnementale des Jeux. C'est-à-dire comment, justement, on est plus vertueux par l'exécution de nos prestations. Et donc là, on aura des enjeux sur le plastique à usage unique, sur la limitation, voire le bannissement complet du plastique à usage unique. On va avoir des enjeux sur les emballages, on va avoir des enjeux sur notre capacité à faire en sorte que nos prestataires mesurent leur empreinte carbone, par exemple. Ça, c'est un premier levier. Le second, c'est l'innovation sociale, faire en sorte que grâce à nos achats, on puisse aller chercher des publics éloignés de l'emploi, on puisse valoriser le travail des personnes en situation de handicap, on puisse valoriser l'égalité professionnelle au sein de nos prestataires. C'est un enjeu clé aussi, on a besoin d'être responsable sur cet enjeu sociétal et social. Et puis le troisième, c'est un levier de développement territorial équilibré et cette stratégie va viser
à ce qu'on ait le maximum de fournisseurs de proximité. Là aussi, c'est un gage de réduction de l'empreinte environnementale et puis c'est un gage de consolidation des conditions de vie dans des territoires qui vont accueillir les jeux parce que des prestataires locaux, c'est aussi des entreprises locales qui proposent de l'emploi localement, qui forment leurs salariés localement, qui s'investissent dans la vie sociale et économique de leur territoire. Et c'est aussi un des leviers vertueux que l'on veut activer à travers la stratégie d'impact. Oui, ça nous engage évidemment. On est un événement tout à fait scruté et regardé, c'est normal, par les montants qui sont investis pour organiser ces jeux, par l'ampleur de l'événement, par la visibilité aussi qu'il apporte. Eh bien, on est très scruté et très regardé. Et donc, quand on signe quelque chose, c'est pour s'engager. Et cet engagement, on le prend maintenant. Alors évidemment, on n'est pas en mesure de dire entièrement ce qu'on va pouvoir faire à l'occasion de ces jeux, parce qu'on est au tout début de l'organisation en tant que telle, mais ça nous oblige à faire en sorte que, justement, on soit dans une démarche proactive de limitation d'abord des déchets. Je vous le disais à la base, le déchet qu'on n'a pas ramassé, c'est le déchet qu'on n'a pas produit, et donc ça, c'est fondamental. Et ensuite, eh bien, on va s'armer pour faire en sorte que notre système de collecte de déchets soit le plus efficient possible, et ça va effectivement se jouer à travers nos prestataires. Quand on s'engage sur Montagne Zéro Déchet, quand on s'engage derrière une stratégie d'achat à impact, on le fait au nom d'une vision partagée et qui irrigue l'ensemble de l'organisation des jeux dans toutes ses fonctionnalités. Évidemment, on a des contraintes opérationnelles, financières importantes et qui font aussi partie de la vie du projet. Mais cette vision, elle s'étend à l'ensemble des acteurs qui vont concourir et financer les jeux. Et les partenaires en sont évidemment au premier rang, ils sont des contributeurs essentiels. Et donc, ils viennent aussi parce qu'il y a cette vision de jeux spectaculaires, mais aussi de jeux sobres, et ils s'engagent là-dedans. Et nous, ce qu'on constate plutôt, c'est que les partenaires sont souvent des aiguillons maintenant sur quels sont justement les engagements que vous prenez sur le plan de la protection de l'environnement, sur le plan de la préservation des environnements dans lesquels vous allez vous situer, parce qu'ils sont eux-mêmes soumis à ce type d'attention, et c'est un élément de plus en plus fort. C'était peut-être pas le cas il y a encore une dizaine d'années, et c'est aujourd'hui clairement engagé. Le deuxième point, c'est que les partenaires, ils sont intégrés maintenant dans les logiques de discussion qu'on a sur les créations de feuilles de route environnementales, sur les stratégies de durabilité qu'on va pouvoir avoir. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux, on a besoin de leur vision, ils sont souvent porteurs d'innovation, mais on est aussi là pour les engager dans cette dimension, et c'est un dialogue qu'il faut poursuivre toute la durée de vie des jeux, parce qu'on est persuadé qu'au fond, les partenaires, ce sont des partenaires de livraison. Ils vont amener un savoir-faire, ils amènent des financements, mais ils amènent aussi des savoir-faire, et ces savoir-faire, ils doivent être en adéquation avec la vision de sobriété que l'on porte, et c'est tout l'enjeu des discussions qu'on a aujourd'hui avec les premiers partenaires qui arrivent. La méthode déjà. Les jeux, c'est pas que le comité d'organisation et la Solidéo, c'est plein d'acteurs, de collectivités publiques qui vont gérer les transports par exemple, l'État qui va s'occuper de la sécurité. On va avoir comme ça une agrégation d'acteurs qui font qu'à la fin, les jeux, ils ont lieu. Et donc l'important, et c'est le sens de la feuille de route environnementale qui est produite par l'État avec laquelle nous on contribue très fort, c'est d'agréger tout le monde autour d'une vision partagée sur ce que sont des jeux qui sont environnementalement responsables. Ça, c'est le premier travail qui a été fait. C'est un point méthodologique important parce qu'il emmène plein de monde autour d'une vision partagée. Le second point, c'est que les jeux, ils ont un impact. Par définition, sinon ils n'existeraient pas. Mais un jeu sans impact, c'est des jeux qui n'existent pas. Nous, on considère que les jeux, ils apportent plein d'autres choses qui rendent tolérable cet impact, mais néanmoins, notre engagement, c'est évidemment de le limiter au maximum. Et donc, dans cette feuille de route, il y a plusieurs axes qui sont développés, par exemple autour de la préservation de la santé, autour d'une alimentation saine, et de comment est-ce que, à travers les jeux, on a une alimentation responsable, plus sobre en carbone que l'on pourrait avoir sans aucune action. Les enjeux de sobriété sur l'eau, évidemment, c'est un enjeu clé, un enjeu du siècle aussi, je peux m'exprimer ainsi, et un enjeu donc de sobriété, de stricte nécessité des consommations d'eau à l'occasion des jeux. Et puis un enjeu carbone aussi, moi je tiens à le rappeler parce que souvent quand on discute et quand on débat autour des impacts des jeux, le sujet de l'eau revient beaucoup, mais le sujet carbone est le sujet essentiel des grands événements sportifs. Et donc ça, c'est un travail qui est engagé. On est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on peut travailler sur des accès qui sont décarbonés ou moins carbonés au spectacle sportif. On essaie de travailler aussi à une billetterie qui soit un levier plus vertueux qu'elle ne pu l'être sur les éditions précédentes des Jeux. On essaie de travailler, d'être de manière globale sur une limitation de notre empreinte, et c'est l'ensemble des engagements opérationnels qui sont pris dans cette feuille de route qui vont nous amener, in fine, à atteindre cet objectif avec tous les acteurs réunis autour de la table.